bienvenue à vous aujourd'hui. Donc, ce soir, nous allons poursuivre donc, ce séminaire sur la santé. Nous sommes déjà arrivés au 4e soir et je pense que nous avons compris que la santé, il est question bien sûr de ce que nous mettons à l'intérieur. Car comme une voiture, pour qu'elle puisse fonctionner comme il faut faire attention à ce qu'on met à l'intérieur, que ce soit l'huile, que ce soit le carburant. Et pour nous, c'est pareil. Nous avons compris qu'il y a des aliments qui sont bons pour nous et que lorsque nous les usons, il y a une façon non seulement de les préparer, mais aussi de les manger. Et nous avons vu que en appliquant cela, nous ne pourrons que nous sentir mieux. Mais l'alimentation, comme vous le verrez ce soir, ce n'est pas seulement le seul facteur qui vous aidera à avoir une bonne santé. Beaucoup ont appliqué ces choses, mais aujourd'hui, il y a d'autres facteurs qui font que malgré qu'on puisse bien manger sainement, on tombe quand même malade. Il y a aujourd'hui des sportifs qui font attention à ce qu'ils mangent, mais on apprend que malheureusement, ils ont un AVC, par exemple. Et vous allez voir ce soir la raison. Pourquoi même si je fais attention à ce que je mange, la maladie est quand même là. Parce que la santé, vous allez voir, ce n'est pas que l'alimentation, mais c'est un tout. Et que lorsqu'on comprendra la santé dans son ensemble, et lorsqu'on fera attention à la santé dans son ensemble, alors je peux vous garantir qu'à ce moment-là, vous pourrez ne plus jamais tomber malade. Parce que c'est ce qui s'est arrivé pour ma part. Comme je vous le disais, ça fait plus de 4 ans maintenant que je n'ai plus vu un médecin, car je ne tombe plus malade, car j'ai compris ce que c'est que la santé. Et c'est ce que j'aimerais vous partager ce soir. Notre sujet de ce soir s'intitule « Les 8 remèdes pour une santé de fer ». Pour comprendre pourquoi est-ce qu'on est malade et pour comprendre comment être en bonne santé, il faut aller sur le fonctionnement de base, c'est-à-dire comment est-ce que votre corps fonctionne et comment est-ce qu'il peut être en bonne santé. Il faut comprendre de quoi est composé votre corps. Parce que si vous avez compris cela, vous allez voir que c'est simple finalement la santé. On va aller sur la base alors aujourd'hui. Et si je prends notre corps, un corps, il est composé de quoi? De plusieurs organes. Des muscles, par exemple, du rein, poumon, cœur, cerveau. Si je sais comment entretenir ces organes, alors mon corps sera aussi entretenu et en bonne santé. Mais pour que ces organes soient bien entretenus, il faut comprendre de quoi est-ce qu'ils sont composés. Un organe, il est composé de différents types de tissus. Par exemple, si on prend le foie, vous avez ce qu'on appelle le tissu nerveux, vous avez le tissu musculaire, vous avez différents types de tissus et il faut que ces différents types de tissus soient en bonne santé pour que les organes et le corps le soient aussi. Et chaque tissu est composé lui-même de ce qu'on appelle les cellules. Par exemple, pour les tissus nerveux, ils seront composés de neurones. Pour les tissus musculaires, c'est ce qu'on appelle les cellules musculaires. Et donc, vous aurez différents types de tissus différents types de cellules composant ces différents types de tissus. Autrement dit, vous aurez compris que si je veux avoir un corps qui soit en bonne santé, qu'est-ce qui, à la base, doit être bien entretenu? Ce sont nos cellules. Un corps sain, ce sont des cellules saines. Et je remercie le Créateur, car comme nous l'avons vu, le Créateur nous donne tout ce qu'il faut. Mais également, il nous simplifie beaucoup la tâche pour comprendre notre corps. En effet, s'il y a un point commun dans tout votre corps, c'est que toutes les cellules, bien que différents types elles le sont, neuronales, musculaires,
eh ben, elles fonctionnent tous de la même façon. Et c'est ce qui est extraordinaire parce que ça simplifie extrêmement la tâche. Tous fonctionnent de la même façon. Et c'est pour cela que nous allons comprendre le fonctionnement d'une cellule et nous allons comprendre comment faire pour qu'elle soit en bonne santé pour que notre corps soit en bonne santé. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que ça facilite la compréhension pour cette santé de fer. Alors voici le fonctionnement alors d'une cellule. J'ai pris ici l'exemple d'une cellule musculaire qui a cette forme, mais j'aurais pu prendre une cellule nerveuse, un neurone. Donc je prends par exemple une cellule. Une cellule, comment est-ce qu'elle fonctionne? Pour fonctionner, elle a besoin de deux choses. Premièrement, une cellule respire, donc elle a besoin de ce qu'on appelle le dioxygène. Le dioxygène, eh ben, on le représente comme ces molécules-là. Elle a besoin de ça. Elle a besoin pas seulement de respirer, mais elle a besoin aussi de se nourrir. Et le carburant de la cellule, c'est ce qu'on appelle le glucose. Nous avons vu où est-ce qu'on trouvait le glucose. Eh ben, on le trouve directement, par exemple, dans les glucides. Elle est liées les unes aux autres pour former une longue chaîne. Et nous avons vu hier que lors de la digestion, l'amylase va le découper. Et ensuite, ça entre au travers de la barrière intestinale dans le sang. Et donc, ça va pouvoir être apporté à la cellule, ce glucose. Il y en a également dans les fruits, mais ce n'est pas le même sucre, c'est le fructose. Mais le fructose, concernant sa réaction avec le dioxygène, est le même. Mais elle n'est pas métabolisée de la même façon. On parlera de ça plus précisément demain. Mais regardez, elle a besoin de nourriture, c'est le glucose ou fructose. Pourquoi elle a besoin de cette nourriture? C'est parce que en respirant et en mangeant, les deux vont réagir pour former ce qu'on appelle une molécule d'ATP, adénosine triphosphate, qu'on va appeler l'énergie. C'est ça que la cellule a besoin, de l'énergie pour pouvoir fonctionner et remplir son rôle. D'accord? Donc, nous avons vu que le dioxygène, il provient d'où? Dans l'air. 20% de l'air que vous respirez contient du dioxygène. Et il va être apporté par où? Au travers du sang. Comment ça arrive au sang? Eh bien, quand vous respirez, l'air entre dans votre oesophage, passe au travers de vos poumons. Et dans vos poumons, eh bien, il y aura un échange qui va se faire avec les artérioles. Ça entre à l'intérieur. Le sang va aller ensuite vers les muscles et ensuite retourne par les veines. Donc ici, le sang qui arrive, il arrive vers les artères et il sort par ici, par les veines. Et le dioxygène, donc, est à l'intérieur. Il entre dans le sang. Il va se fixer à ce qu'on appelle ces globules, qu'on appelle les globules rouges. Donc ils vont se lier à cette grosse entité, globule rouge, pour envoyer le dioxygène. Le glucose, quant à lui, on sait d'où il vient. Il provient directement de notre alimentation. Et nous avons vu qu'une fois qu'il passe la barrière intestinale, eh bien, ce sang va pouvoir arriver ensuite chargé de glucose vers les cellules. Donc, voici les besoins de la cellule. Dioxygène, glucose. Mais sachez que au moment où elle va fonctionner, au moment où elle va produire cette réaction, pour produire l'énergie, elle va également produire des choses. Parmi ces choses, il y a ce qu'on appelle ici un ion, ou un minéral, si vous voulez, un ion hydroxyde. Et cet ion hydroxyde, lui, il va alcaliniser vos cellules. Vous vous souvenez, le pH? On avait vu qu'une personne en bonne santé avait un pH comment? Alcalin, c'est-à-dire entre 7 et 8. Supérieur à 7, c'est alcalin. Et à quoi cela est dû? Eh bien, c'est dû à cet ion hydroxyde
qui est produit au moment où il y a l'énergie en même temps qui produit. Au moment où ça réagit ces deux-là, vous avez de l'ATP plus hydroxyde qui arrive. Mais pas seulement de l'hydroxyde, elle va aussi produire des déchets. Parmi les déchets qu'elle va produire, il y a un gaz qu'on appelle le dioxyde de carbone. Bien sûr, dans le sang, il est dissous, mais une fois qu'il revient vers les poumons, au travers des veines, eh ben, il sera volatile et pourra ressortir par vos poumons. Et vous expirez ce CO2. Donc le CO2, une fois qu'il est produit, retourne vers les veines et est évacué. Il produit également d'autres déchets. Et ces déchets, ils sont de deux types. Et c'est pour cela que je les ai mis de deux couleurs différentes. Il y a en bleu des déchets qui peuvent se mélanger à l'eau. Et il y a en mauve des déchets qui ne peuvent pas se mélanger à l'eau, mais seulement dans des liquides gras, comme de l'huile. Vous prenez par exemple le sucre, vous pouvez le dissoudre dans l'eau, mais pas dans l'huile. Eh bien, ça va être ces déchets, par exemple, qu'on appelle les déchets hydrosolubles. Vous avez d'autres substances qui peuvent se dissoudre dans l'huile. Ce sont des déchets qu'on dira liposolubles. Deux types de déchets. Et ces déchets-là, eh bien, ils proviennent, par exemple, pour les déchets hydrosolubles, il y a par exemple l'acide lactique, qui est produit au moment de la dégradation du glucose, une fois qu'il est utilisé. Il y a l'acide pyruvique, il y a l'urée. L'urée, c'est une substance qui est produite quand vos cellules meurent, parce que vos cellules meurent également, donc les protéines qui composent vos cellules vont se détériorer pour produire cet acide lactique. Eh bien, tous ces déchets-là, le corps va les éliminer. Il le fait comment ? Eh bien, pour schématiser l'élimination, sachez que c'est vraiment un schéma parce qu'il y a différents types d'évacuation des déchets. Eh bien, ils vont être évacués dans le sang. Pourquoi? Parce que le sang contient de l'eau et donc ces déchets qui peuvent se dissoudre dans l'eau vont rejoindre la circulation sanguine. Pour les rejoindre, il y aura des particules qui vont aider à le faire, qu'on appelle des globules blancs. Les globules blancs viendront et aideront cette élimination et ramèneront dans le sang. Et nous verrons un peu plus tard où est-ce que ça va aller ces déchets. Mais sachez que ces déchets hydrosolubles sont évacués au travers de la circulation sanguine. Par contre, ces déchets qui sont liposolubles, eh bien, il y a par exemple, et principalement, c'est de l'acide urique, qui provient aussi de la dégradation de des purines, qui provient de vos cellules également, et d'autres déchets. Ces déchets liposolubles, elles ne peuvent pas rejoindre la circulation sanguine. Pourquoi? Parce que le sang étant composé principalement d'eau, ils ne peuvent pas se dissoudre à l'intérieur. Ils ne peuvent se dissoudre seulement dans les liquides gras. Et alors, comment est-ce qu'ils vont être évacués? Eh bien, sachez qu'il y a un autre réseau qui contient des corps gras et il s'agit ici de ce qu'on appelle le réseau lymphatique. Ce liquide qui est à l'intérieur s'appelle la lymphe. Et c'est ce liquide qui contient des globules blancs qui va pouvoir éliminer tous ces corps, ces déchets liposolubles. Et ensuite, ça va partir dans cette circulation. Qu'est-ce qu'on comprend ici? Quand on regarde le schéma, c'est que la cellule, elle fait quoi? Elle respire, elle mange, elle élimine, mais aussi elle meurt. Si vous regardez ce qu'elle fait, au niveau de la cellule, c'est la même chose que fait l'homme. Nous respirons, nous mangeons,
nous éliminons et aussi nous mourons. La même chose qui se passe au niveau de vos cellules. Oui, la comparaison, c'est pas pour rien que c'est comme ça. C'est vraiment pour simplifier la chose et on le voit au niveau microscopique. Donc, au moment où ce cycle va se faire, l'élimination des déchets, production d'énergie et d'ion hydroxyde, une cellule saine, eh bien, au final, le milieu de cette cellule sera alcalin. Voici une cellule en bonne santé, on va dire. Je voudrais maintenant juste faire un petit clin d'œil sur cette lymphe, parce que c'est quelque chose qu'on a rarement entendu parler, peut-être certains d'entre vous, ou pas du tout, parce qu'à l'école, on n'en parle pas. On en parle seulement dans les programmes aujourd'hui de première S. Mais sachez que cette lymphe, eh ben, c'est quelque chose qui a été découvert récemment. La lymphe, c'est quoi? C'est un réseau qui est parallèle à la circulation sanguine. Chaque cellule a deux réseaux qui arrivent. Il y a le sang et la lymphe. Le système cardiovasculaire et le système lymphatique. Toutes les cellules ont ces deux systèmes. Et ces deux systèmes, eh ben, ils vont circuler dans tout le corps. La différence entre les deux, eh ben, c'est le liquide contenu à l'intérieur et leur rôle. Le liquide qui est dans le système cardiovasculaire, le sang, comme on appelle, est composé de globules rouges et de globules blancs. C'est ce qui donne la couleur rouge au sang, c'est ces globules rouges, appelés hémoglobines. Dans la lymphe, eh ben, vous n'avez pas de globules rouges, mais uniquement des globules blancs. Et c'est ce qui se passe au moment où, par exemple, vous vous coupez. Vous avez bien sûr le sang qui sort, mais au bout d'un moment, vous allez voir un liquide blanc, blanchâtre, qui est autour, qui va essayer de cicatriser. Eh bien, ce sont cette lymphe qui sort également de vos cellules. Tous les deux n'ont pas le même rôle. Le sang, lui, on a vu qu'il apportait le dioxygène, qu'il apportait aussi les nutriments, comme le glucose. Alors que la lymphe, son rôle, lui, il n'apporte aucun nutriment. Par contre, il élimine les déchets du sang, des cellules. 75% des déchets du sang seront éliminés par la lymphe. C'est pour cela que, au moment de leur élimination, eh ben, ça va se faire dans ces petits réseaux que vous voyez ici, des petites boules, qu'on appelle ganglions lymphatiques, et que, au moment de leur élimination, eh ben, ils vont entrer à l'intérieur et ils vont être détruits dans les ganglions, parce qu'ici, il y aura une activité. Et c'est pour ça que lorsque vous commencez à être faible, à être malade, eh ben, vous avez vos ganglions qui vont commencer à enfler et ça va être chaud. Parce qu'ils seront en pleine activité, car c'est à l'intérieur que seront détruits tous vos déchets liposolubles. La grande différence aussi entre les deux, c'est pas seulement leur rôle, mais c'est aussi leur débit, c'est-à-dire la vitesse de circulation à l'intérieur de ces tuyaux, donc les artères, les veines. Et concernant le sang, lui, eh ben, il a un débit qui est très rapide. Pourquoi? Parce qu'il y a une pompe qui pousse le sang. Cette pompe, c'est le cœur. Contrairement à la lymphe, qui lui n'a pas de pompe. Et parce qu'il n'a pas de pompe, son déplacement est 6000 fois, son débit est 6000 fois plus petit que celui du cœur. Il circule lentement et il peut se déplacer grâce au mouvement. Alors comment est-ce que c'est possible avec les mouvements? C'est parce que les vaisseaux lymphatiques, c'est-à-dire les tuyaux
dans lesquels se trouve la lymphe, ils ont cette forme-là. Voici un vaisseau lymphatique coupé ici en deux. Et vous voyez alors que lorsque il est en appui dessus, lorsque c'est appuyé, quand il y a une pression, eh bien vous avez une ouverture des valves qui va faire pousser la lymphe dans un seul sens. Et la forme des valves va faire qu'il ne peut pas retourner en arrière. Et donc à chaque pression, eh bien ça ouvre et ça ferme. Et donc ça monte, ça pousse, ça pousse. Quand vous faites des mouvements avec votre peau et vos muscles, la contraction de vos muscles va créer des pressions à certains endroits et des pressions. Et c'est ça qui appuie sur votre lymphe et c'est donc le mouvement qui va faire pousser votre lymphe. La lymphe, elle circule donc dans un seul sens et elle se fait du bas vers le haut. Du bas vers le haut. Et les déchets comme ça sont ramassés tout le long et en même temps ils sont éliminés dans ces endroits. Ils sont ramassés, éliminés dans ces endroits. Ramassés, éliminés, etc. Elles montent et elles vont venir jusqu'au niveau de la veine sous-clavière, c'est-à-dire qui se trouve ici, au niveau de la clavicule. Arrivés là, eh bien, puisque tous les déchets auront été neutralisés et tués, entre guillemets, au niveau des ganglions, eh bien, arrivés au niveau de la clavicule, tous les déchets de la lymphe, maintenant qui se seront rendus solubles dans l'eau, ils vont pouvoir se déverser dans la veine sous-clavière et ensuite, ça rejoint donc la circulation sanguine. Au final, arrivé ici, vous aurez tous vos déchets qui arrivent là. Tous ces déchets donc, du sang qui était dans le lymphe vont venir se décharger et au moment où ça se décharge dans le sang, ça va en direction du foie. Et c'est le foie maintenant qui va gérer tous les déchets de votre corps. Ça passe par là. C'est pour ça que nous avons un foie qui est assez grand, hein, si vous avez remarqué dans le schéma d'hier soir. Le foie, son rôle, c'est de gérer les déchets. Comment est-ce qu'il va le faire? Eh bien, premièrement, il va éliminer ces déchets par 4 voies. Ces voies, les voici. Il va les envoyer vers la peau, la plus grande surface d'élimination. Les déchets seront évacués. On a vu qu'ils ont été détruits dans les lymphes. Maintenant, ici, ça évacue. Il va évacuer ces déchets au travers également des reins. Et donc, ça sort au travers de l'urine. Une autre porte de sortie de ces déchets, ça sera au travers du côlon, donc au travers des selles. Et une dernière voie de sortie, ce seront pour tous les déchets qui sont volatiles, qui peuvent être, qui s'évaporent facilement, et bien eux, ils iront directement vers les poumons. Vous comprenez alors que le foie, c'est vraiment la centrale qui va distribuer les toxines. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention, parce que certaines personnes aiment manger le foie gras. Vous comprenez que vous mangez quelque chose bourré de toxines. Voilà. C'est juste une petite parenthèse, hein, pour que vous compreniez ce que vous faites en mangeant ces choses. C'est vrai que c'est bon au palais, mais voilà, vous comprenez ce qui se passe ici. Hein. Donc, le foie va disperser ces toxines pour les rejeter à l'extérieur de votre corps, faisant que vos cellules restent saines. Mais nous avons un problème aujourd'hui. Ce problème est que si on regarde pour la majorité des personnes, leurs cellules ne ressemblent pas à ça, mais elles ressemblent à ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de déchets autour de la cellule, dans la cellule, beaucoup de déchets dans votre corps. Et ces déchets, malheureusement, ils sont apportés majoritairement, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a au travers de ce que vous mettez dans votre corps. Lorsque vous mangez, beaucoup vont apporter ces déchets. Le problème,
On a vu l'alimentation. Un de ces problèmes pour l'alimentation, c'est que nous amenons des aliments qui vont acidifier le corps. Vous vous souvenez des aliments acidifiants? Le lait, les viandes, les aliments épicés, tabac, alcool. Nous amenons des éléments qui sont acidifiants. Or, le problème de l'acide, d'un milieu acide. Un milieu acide, vous voyez le dioxygène qui est à l'intérieur du sang. Le problème, c'est que dans le milieu acide, l'absorption du dioxygène diminue. En chimie, on le sait, c'est une règle, c'est qu'en fonction de l'acidité, il n'y a pas la même assimilation du dioxygène. Pas même la même assimilation du dioxygène, ça veut dire quoi? C'est que moins il y a d'oxygène, moins vous aurez d'énergie. Or, des cellules sont programmées pour pouvoir produire, par exemple, des enzymes. Vous vous souvenez des enzymes? Ces enzymes qui sont on va dire, qui vont accélérer jusqu'à 1000 fois les réactions chimiques dans votre corps. Ces enzymes, par exemple, qui vont aider à la production d'anticorps, de globules blancs, par exemple. Comme ces cellules ont plus d'énergie, elles ne peuvent plus produire ces enzymes. Non seulement elles ne peuvent plus produire ces enzymes, qui vont ensuite aider pour la production d'anticorps, mais en plus, les enzymes eux-mêmes, comme nous l'avons vu, sont inactives dans ce pH. Donc là, vous faites que les déchets qui sont censés être éliminés, parce que le milieu est acide, vous ralentissez complètement l'élimination des toxines car il y a moins de production de ces globules blancs. Et c'est pour ça que les déchets s'accumulent. S'accumulent. Les déchets ne s'accumulent pas non seulement à cause d'une alimentation acidifiante, c'est-à-dire quand vous les mettez dans votre corps et ça traverse l'intestin, mais une autre entrée pour ces déchets, c'est aussi au travers de vos poumons. Nous avons vu que le dioxygène entre dans les poumons et va dans le sang. Mais il y a également d'autres déchets. Pollution, nous verrons champignons, nous verrons virus qui peuvent également entrer à l'intérieur au travers des poumons. Une autre entrée de ces toxines, c'est directement au travers de votre peau. Votre peau, on sait elle respire. Il y a des échanges qui se font avec l'extérieur et si vous avez donc de la saleté, elle entre à l'intérieur de votre peau. Et voici ce qui se passe. Parce que vous apportez beaucoup de toxines à l'intérieur de votre corps, le foie sera surchargé de toxines. Et là maintenant, parce qu'il y en a trop, il n'arrive plus à éliminer vers les 4 voies de sortie et le corps ne pouvant plus évacuer, l'excès de toxines, le corps va les stocker. Où il va les stocker? Ça va dépendre du type de déchets. Souvenez-vous, vous avez des toxines liposolubles, d'autres hydrosolubles. Pour tout ce qui est liposolubles, qui peuvent aller dans les liquides, dans les corps gras, ces déchets vont être stockés, par exemple, dans la moelle osseuse, dans les graisses du foie, dans le système nerveux. Pour tous les déchets qui sont hydrosolubles, qui peuvent aller dans l'eau, ces déchets seront stockés dans les cartilages, dans les tissus de la peau, dans les muscles. Et parce que vous aurez un stockage de toxines dans votre corps, le corps à certains moments réagit. Et c'est ce qu'on appelle les effets secondaires. Par exemple, un excès de toxines dans le cerveau va amener aux maux de tête. Ce sont tous ces effets secondaires. Un excès de toxines au niveau de la peau va créer de l'eczéma pour certains, des allergies. Vous aurez, si vous avez des excès dans le cartilage, vous avez des douleurs au niveau des cartilages. Tous les effets secondaires sont directement liés à un excès de toxines accumulées dans votre corps. Des fatigues chroniques, douleurs,
c'est parce qu'il y a trop de toxines. Et c'est pour cela que si on veut, on va dire, être en bonne santé, l'idée c'est quoi? Ça sera alors de limiter les entrées, de faciliter l'élimination. Ce sont ces deux choses qu'on va jouer. D'accord? Et là maintenant on va comprendre alors comment le faire. Quand on a compris ça, vous comprendrez comment le faire naturellement. Parce qu'après, tout vient naturellement. Regardez, par exemple, on a vu que ce qui va amener les déchets vers le foie, ces déchets qui se trouvent dans les cellules vont... les déchets, 75% viennent d'où? De la lymphe. Et donc, ces déchets qui sont dans la lymphe, eh ben, si on a trop, ben, ça bloque. Ça a du mal à éliminer. La lymphe a du mal à éliminer. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour accélérer l'élimination qui se fait dans les ganglions? Eh bien, il faudra faire circuler la lymphe. Comment est-ce qu'on fait pour circuler la lymphe? Au travers des mouvements. Et c'est là que vous voyez l'intérêt de l'exercice physique. On ne peut pas être en bonne santé si on ne fait pas de l'exercice physique parce qu'on a besoin de faire bouger la lymphe. C'est pour ça que quand vous regardez à la création, eh ben, Dieu, quand il a créé l'homme, il leur a dit d'entretenir un jardin. Il ne pouvait pas rester sans rien faire. Il fallait qu'il bouge parce que le corps élimine. Donc, l'exercice physique est important pour faire circuler la lymphe. Et en plus, non seulement vous allez faire circuler la lymphe, mais vous allez fortifier vos muscles. Vous allez les rendre plus résistants. L'exercice physique va réveiller votre corps. Pourquoi il réveille votre corps? Comprenez? Pourquoi ça vous réveille? Parce que quand vous faites de l'exercice physique, vous comprenez que vous allez commencer à vous essouffler, à respirer plus rapidement, à donc prendre plus de dioxygène. Plus de dioxygène, c'est directement lié avec plus d'énergie. Parce que c'est le dioxygène avec le glucose qui produit l'énergie. C'est pour ça que ça réveille votre corps, ça va oxygéner, puisque vous apportez plus d'oxygène, votre cerveau, diminuant le stress. On a vu également que quand la cellule va produire cette énergie, en même temps, elle va produire des ions hydroxydes pour alcaliniser votre sang, votre corps. Au moment où vous bougez également, sachez que votre cellule qui va bouger également et va être perméable. Ce qui veut dire que pression-dépression va faire que les déchets à l'intérieur vont facilement sortir et que les nutriments vont mieux entrer. Élimination des toxines. Et aussi, puisque la lymphe bouge, ça va également renforcer le système immunitaire. Ça ne va que vous faire du bien. Pourquoi ça fait du bien? Je parlais de l'exercice. Parce que regardez, sachez que quand il y a un milieu qui est très pauvre en dioxygène, les cellules peuvent fonctionner, mais produisent très peu d'énergie, 2 molécules d'ATP. Alors que quand il y a du dioxygène, voici pourquoi ça réveille, c'est qu'au lieu de produire 2 ATP, vous avez 32, soit 16 fois plus. Ça vous booste de faire de l'exercice. Ça, il faut le faire le matin de préférence, ou si vous le faites l'après-midi, vous verrez à quel moment il faut le faire tout à l'heure. Et donc, l'exercice physique est donc très important. Il faut le faire. Pour être en bonne santé, le corps a besoin, la lymphe a besoin d'être éliminée. Et vous vous souvenez de cette écrivaine dont je vous ai parlé, que Colin Campbell a approuvé au travers de ses écrits. Ellen White, qui était une écrivaine qui a été inspirée de Dieu, le disait déjà il y a 160 ans que c'était important l'exercice physique. Elle ne connaissait pas la lymphe, parce que la lymphe a été découverte seulement dans les années 70. Mais regardez qu'elle le parlait déjà. La principale, sinon la seule raison pour laquelle beaucoup deviennent invalides, c'est que le sang ne circule pas librement. Et les échanges dans le fluide vital, qui sont nécessaires à la vie et à la santé, ne se font pas. Ils n'ont pas donné à leur corps l'exercice, ni à leurs poumons la nourriture qui est l'air pur. Elle le conseillait déjà. L'exercice physique va également stimuler votre foie et ça va donc l'aider pour pouvoir éliminer ensuite les déchets. Voilà. Donc, on a vu premièrement, il faut faire de l'exercice. On va aider la lymphe. Deuxièmement, pour pouvoir être en bonne santé, il ne faut pas seulement faire de l'exercice, mais aussi
on avait dit qu'il faudra limiter les entrées. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour limiter les entrées? On va commencer par l'intestin, c'est-à-dire ce qui va entrer par votre bouche, et qui va ensuite venir dans l'estomac et entrer dans l'intestin. Comment faire pour limiter? Eh bien, tout ce qui est mauvais pour le corps, on va s'abstenir. C'est ce qu'on appelle la tempérance. Excusez-moi, j'ai mis aussi exercice en bas parce que ça aide à éliminer. Quand on fait de l'exercice, tous les déchets volatiles vont sortir. Je respire plus vite, mais aussi tout ce qui sort, déchets volatiles, j'aide à l'élimination. Je disais que pour limiter, il y avait limiter en évitant tout ce qui est mauvais pour le corps. Par exemple, l'alcool, le tabac, qui sont de gros tueurs. Eh bien, je vais éviter de les consommer, même ne plus le faire. Ça m'aidera à ne pas rajouter d'autres choses qui sont mauvaises. C'est ce qu'on appelle la tempérance. Il y a également pas des choses qui sont mauvaises directement comme l'alcool, tabac ou drogue, mais aussi au travers de la nourriture des choses qui sont mauvaises et qu'il faudrait que j'évite. Que sont-ils? Eh bien, il y a tous les aliments contenant les toxines. Est-ce que vous vous souvenez comment est-ce qu'on pouvait obtenir facilement des toxines? On a eu dans la préparation des aliments. C'est lorsque les aliments sont portés à haute température. Parce qu'on a vu qu'à 140 degrés, eh ben, les chocs entre les molécules produisent des toxines, des nouvelles molécules que le corps ne reconnaît pas. Et donc, tout ce qui est apporté à cette température, on a vu, sont tous les aliments qui ont été frits. Température qui n'existe pas normalement sur Terre. Et donc, à 140 degrés, à cette température, je produis des toxines. Tout ce qui est chips, frites, twisties, toutes ces choses, je voudrais donc que je les évite. Également, on a vu qu'il y avait des aliments à éviter parce qu'ils vont acidifier le milieu. Il y a toutes les viandes, la chair animale. Également, sachez ceci, que la chair animale, surtout les fruits de mer, la viande de porc et les abats, c'est de la chair qui contient beaucoup de purine. Or, parmi ces purines, il y a l'acide urique. Et l'acide urique dégradé l'acide urique qui sera donc répandu dans votre corps, cet acide urique réagira avec des ions qu'on appelle le sodium. Et l'acide urique et ces ions réagissant ensemble vont former des cristaux qu'on appelle des cristaux d'urate de sodium. Et c'est ce qui fait que une fois que ces cristaux se forment, c'est hyper douloureux et ça se forme surtout dans certaines articulations. Et c'est ce qu'on appelle la goutte. Ouais. Et donc, ceux qui ont ces choses-là, eh ben, une chose est sûre, évitez la chair animale, surtout les fruits de mer, le porc et les abats. Ils contiennent beaucoup de purines qui vont produire cette goutte. Autre chose à éviter, eh ben, on a vu ce qui est acidifiant, ce sont les produits laitiers. On a vu comment le remplacer avec le lait végétal. Il y a également la margarine. Je vais vous expliquer pourquoi. La margarine, on l'utilise pour remplacer le beurre. Pour ceux qui ne veulent pas manger de produits dérivés d'animaux, eh ben, ils vont prendre de la margarine. Pourquoi? La margarine, elle est faite à partir de végétaux, d'huile végétale. Vous avez par exemple des margarines à base d'olive, d'huile d'olive, margarine à base d'huile de tournesol. Mais le problème, c'est ceci. La margarine, ce n'est pas fait naturellement. Okay? Il y a un procédé chimique qui le fait. Pourquoi? Parce que la margarine, vous regardez, c'est solide. C'est fait à partir de l'huile qui est comment? Liquide. Liquide parce que ce sont ce qu'on a vu des lipides insaturés. Pour pouvoir la transformer en matière un peu plus solide, eh ben, on va prendre ce lipide insaturé et on va faire comme les graisses animales, on va ajouter ce qu'on appelle des atomes d'hydrogène. On va la saturer. De lipide insaturé, ça va passer à lipide saturé. Pour faire ce procédé, ajouter des hydrogènes, on va faire ce qu'on appelle une hydrogénation. Et pour le faire, on va déposer sur une plaque d'aluminium parce qu'on a besoin d'un catalyseur. Soit une plaque d'aluminium,
soit une plaque en aluminium ou l'autre plaque, je ne sais plus c'était quoi. Bref. Mais sachez que les métaux qu'on utilise pour déposer cette couche d'huile et ensuite pour faire cette réaction chimique, on va faire passer un courant électrique à l'intérieur, et bien à ce moment-là, l'hydrogène va se fixer. Or, le problème, c'est ça. C'est que ces nouvelles molécules formées, c'est-à-dire ces lipides insaturés sur lesquels on va venir fixer ces atomes d'hydrogène, ils ne sont pas reconnaissables par le corps. Autrement dit, ce sont des toxines pour le corps. Autrement dit, quand vous prenez de la margarine et que vous allez mettre sur votre tartine et vous mangez, cette margarine, c'est du 100% toxine. Et c'est pour cela, ça c'est des choses à éviter absolument. Autant mieux encore prendre un peu de beurre si on a besoin, mais il y a un substitut pour cela. Si vous voulez avoir quelque chose de végétal pour mettre sur vos tartines, un conseil que je vous donne, c'est soit de faire comme les Espagnols, directement prendre de l'huile d'olive et du sel, c'est ce qu'ils font. Ou si vous avez besoin de tartiner, prenez votre sel et l'huile d'olive, mélangez-le, mettez au congélateur, et ensuite vous pourrez le sortir et utiliser comme du beurre, comme de la margarine. D'accord? Mais évitez vraiment la margarine, c'est très mauvais pour la santé. Très mauvais. Voilà, vous comprenez maintenant pourquoi. Des études d'ailleurs ont montré qu'à cause de la margarine, voilà, ils ont montré la corrélation entre le moment où on a inventé la margarine, la consommation de margarine, avec l'arrivée de maladies cardiovasculaires. C'était lié ensemble, et Alzheimer aussi. Voilà, ce sont des études qui ont montré ça, je ne les ai pas mis pour ne pas alourdir. Mais sachez que c'est une toxine, évitez cela. Tout ce qui est en conserve, on a vu que les boîtes de conserve, également, il y avait des toxines à l'intérieur au moment où on va les fabriquer. Il y a également tout ce qui est aliments contenant les additifs. Les additifs, certains sont des produits qui n'existent pas dans la nature, et le corps, c'est un poison pour lui. Donc, toutes ces choses-là, aliments additifs, c'est tout ce que vous trouvez voilà, déjà préparé, hein, avec les conservateurs. Donc évitez cela. Tout ça, ce sont des aliments à éviter parce que vous apportez des toxines dans votre corps. Et si vous voulez être en bonne santé, on va limiter et même éviter ce type de nourriture. Autre chose, pour être en bonne santé, eh ben on avait vu que certains déchets arrivent au travers des poumons, directement au travers de l'air. Et donc, si je veux être en bonne santé, l'air que je respire doit être un air qui soit un air pur. Un air pur, c'est-à-dire où il n'y a pas toutes ces mauvaises choses, champignons, parasites, microbes, virus, pollution qui circulent dans l'air. Si j'habite si je travaille en ville, eh ben, je suis constamment exposé à la pollution. Il y a également un des gros tueurs, c'est celui-là. Des études ont montré que les champignons quand on respire, donc la moisissure, hein, si vous voulez, la moisissure, les champignons qu'on respire vont affecter lourdement notre santé. Et c'est pour ça qu'il faudrait, pour éviter d'avoir tout ça, pour avoir une air pure, voici comment il faut faire. Premièrement, il faudra que, pour éliminer ça, surtout ces champignons, sachez que la moisissure se développe dans un milieu où il y a l'air humide et pas de lumière. Autrement dit, si on veut que nous puissions éviter d'avoir cet air, il faut que dans l'endroit où je travaille ou dans ma maison, je puisse l'aérer et faire entrer le soleil. Faites cela surtout pour votre chambre, parce que un tiers de votre vie, vous respirez dans ce lieu. Et il nous faut alors que dans notre chambre et notre maison, nous l'aérons, nous exposons notre literie au soleil pour tuer ces parasites et que nous puissions changer régulièrement la literie et laissant entrer, passer la lumière dans vos maisons. Donc si vous avez des arbres dans votre jardin et qui sont un petit peu trop près de la maison,
taillez-les pour que l'air puisse circuler. Faites évacuer l'air. Il faut que l'air passe dans votre maison. Il faut que le soleil entre à l'intérieur. Et c'est pareil pour vos vêtements. Les vêtements, changez-les régulièrement. Ne mettez pas les mêmes vêtements parce que vous allez accumuler des toxines dessus. Sachez que lorsque vous dormez, votre corps continue à respirer. Des toxines continuent à être produites et à être éliminées. Et ils sont éliminés pour la plupart au travers de la peau. Quand vous vous levez le matin, eh bien ces toxines qui sont sur votre peau vont sur votre literie. C'est pour ça qu'il faut la changer. Vont sur vos vêtements. C'est pour ça qu'il faut changer régulièrement de vêtements. D'accord? Donc, il faut avoir de l'air pur. Aérer notre maison, il nous faut également du soleil. Le soleil est bon pour deux choses, parce que non seulement le soleil, ça produit de la mélatonine qui a une action antidépresseur, donc ça va vous faire du bien, ça va vous apaiser, mais aussi le soleil directement exposé sur la peau va produire de la mélanine qui va permettre, la mélanine, pardon, c'est ce qui va permettre d'être joyeux, mais aussi ça va produire de la vitamine D. Et la vitamine D, c'est important pour la croissance de vos os. C'est lui qui va aider à fixer le calcium sur vos os, former les cristaux d'oxyde de calcium. Donc on a besoin d'exposition au soleil, non seulement pour avoir de l'air pur, mais aussi pour notre peau directement. Également, concernant la peau, donc nous avons parlé que ces toxines, elles sont sur la peau. La pollution, déchets, donc, sont sur la peau. Donc l'eau, on va l'utiliser directement pour nous nettoyer. Et également pour éliminer. Ok? Donc pour éviter qu'on en a un, donc il faut prendre ce bain. Le bénéfice de l'eau, pour nettoyer votre corps à l'extérieur, ça évacue les saletés et les toxines, mais aussi ça réveille votre corps. Le matin, pour vous réveiller, certains pensent qu'il faut prendre un bain froid. C'est l'inverse. C'est le bain chaud. Pourquoi? Votre corps, lorsqu'il est en activité, quand vous vous réveillez, quand il est en activité, sa température augmente, passé 38 degrés. Et là, il est en activité. Le corps qui dort a une température 37 degrés, des fois un petit peu plus petite. Ce qui veut dire que si vous voulez vous réveiller, pour aider à réveiller votre corps, il faut que vous le chauffez, d'où le bain chaud. Inversement, quand vous voulez, si vous avez du mal à vous endormir, ce que vous pouvez faire, en ce moment c'est un peu difficile parce qu'il fait froid le soir, c'est de prendre un bain froid. Le bain froid parce que ça va vous aider à vous endormir. Mais en ce moment, je pense rien que l'air froid, ça suffit. Hein. Donc, quand il fera chaud, en été, vous saurez que le bain froid vous aidera à dormir. Voilà, c'est le bénéfice de l'eau. Également, l'eau, non seulement c'est un bénéfice à l'extérieur, parce que ça va limiter les entrées, aider l'élimination. Souvenez-vous, on a besoin de limiter les entrées et aider l'évacuation, mais ça va également aider au niveau du côlon à éliminer. Vous allez comprendre comment le faire. En effet, l'eau va pousser toutes ces matières qui sont solides et va aider ensuite à évacuer. Si vous êtes constipé, buvez beaucoup d'eau. Ça va vous aider. Pourquoi est-ce que ça va vous aider l'eau? Tout d'abord, comment boire de l'eau? Quelle quantité on devra la boire? Si vous devez boire de l'eau, ça va directement être lié à votre masse corporelle. Plus vous êtes corpulent, plus vous avez besoin de boire de l'eau. Et la quantité minimale à boire, vous prenez votre masse corporelle, vous le multipliez par 0,03. Vous avez besoin de l'eau pour aider l'élimination au travers des urines, pour aider également à vous hydrater. Votre corps est composé à 70% d'eau. Il faut que l'eau circule aussi à l'intérieur. Donc, vous avez besoin de l'eau. Vous prenez votre masse. Par exemple, si je pèse 80 kg, je fais 80 fois 0,03, ça me donne 2,4. Vous aurez ici votre
volume d'eau à boire au minimum. D'accord? J'ai besoin chaque jour d'avoir 2,4 litres d'eau. Cette eau, comment est-ce que je vais la boire? Évitez de le faire d'un seul coup, en cul sec, et vous avez bu l'eau pour toute la journée, non? Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire, il y a une façon de le faire. Pour pouvoir hydrater votre corps, ça se fait tout au long de la journée. Il faut le boire petit à petit. Le conseil que je vous donne, c'est ceci. Au matin, à votre réveil, vous buvez minimum un verre d'eau, ou plus si vous le pouvez. Parce que c'est à ce moment de la journée où votre corps a besoin d'eau. Il a travaillé pendant la nuit, il a respiré, il a besoin à ce moment-là d'eau. Apportez de l'eau tiède. Un verre, deux, si vous pouvez plus, plus. À ce moment-là, vous allez voir que pas longtemps après, vous allez vouloir aller à la selle. Ça va vous aider à pousser le côlon, vous vous souvenez. Vous allez à la selle, ça va vous aider. Donc, buvez de l'eau le matin, ensuite vous allez à la selle et vous pouvez le faire également, cette eau, pendant le sport. Si vous faites votre sport le matin, eh bien, vous allez boire cette eau. Et cette eau, donc, qui vous reste, vous prenez vos 2 litres et demi, si vous pesez 80 kg, vous buvez donc le matin, vous prenez pendant le sport, et aussi, vous allez vous arrêter, comme on a vu, avant de manger. 20 minutes avant de manger, j'arrête, donc avant le petit déjeuner, et après le petit déjeuner, je reprends mon eau. Souvenez-vous que si vous avez fait ça le matin, après le petit déjeuner, vous n'aurez pas soif du tout, même 2 heures après, parce que vous avez déjà bu beaucoup d'eau. Et si vous mangez les fruits crus, souvenez, qui contiennent de l'eau, vous n'aurez pas soif pendant les 2 heures qui vont venir. 2 heures après, là je vais continuer à boire de l'eau, mais par gorgée. Tous les 15-20 minutes, je bois. Je m'hydrate petit à petit. Je ne bois pas le reste d'un coup, mais petit à petit, je m'hydrate. Tous les 20 minutes, 30 minutes. Je m'arrête toujours 2 heures avant le prochain repas et après je reprends 2 heures après. Également, on évitera de boire après 18 heures. Pourquoi? Vous allez voir tout à l'heure, parce que c'est pour éviter de vous réveiller pendant la nuit. Vous allez voir que ça aura un impact. Ça. Donc, on évite de boire après 18 heures. Donc, on a besoin de l'eau pour pouvoir aider à éliminer, donc au travers des urines, au travers aider également le côlon à éliminer, mais aussi, il y a autre chose à savoir. Donc, on a compris comment éviter d'amener, comment aider à éliminer, mais il y a 2 autres choses à savoir. La première chose, c'est celle-ci. On avait vu que nos cellules, non seulement elles respirent, elles mangent, elles éliminent, mais aussi elles meurent. Le fait que vos cellules meurent, sachez que vos cellules également se régénèrent. Des cellules meurent, mais des cellules se créent. Et plus on prend de l'âge, moins elles se créent, comme vous le savez. Donc, parce qu'il y a mort des cellules et régénération des cellules, il est important de favoriser cette régénération de nouvelles cellules. Pour ce faire, cela va se produire au moment de votre sommeil. C'est dans le sommeil, dans le repos, que le corps va se régénérer. Et pour cela, vous pouvez aider votre corps à avoir un bon sommeil. Je vous disais que ça se régénère. Par exemple, vos intestins. Pour avoir un nouvel intestin, les cellules se régénèrent à tel point qu'au bout de 5 jours, vous avez un nouveau. Les yeux, 1 semaine. L'estomac, 10 jours. Votre peau, 3 à 4 semaines. L'hémoglobine, 4 mois. Vous avez un nouveau sang. Le foie et les poumons, 1 an et demi. Donc, et les cellules se régénèrent. Vous pouvez avoir un nouveau corps. Et c'est quelque chose de merveilleux. Car même si vous avez vécu pendant peut-être 40 ans en faisant n'importe quoi avec votre corps, sachez une bonne nouvelle, c'est que votre corps pourra se renouveler. Ça va mettre plus de temps si vous êtes âgé, mais c'est quelque chose de bon à savoir. Ça va se régénérer pendant votre sommeil. Ça va se faire grâce à la production de 4 hormones.
Ce sont ces hormones-là qui vont activer cette régénération et ces hormones seront sécrétées au travers de cette glande appelée la glande pinéale. Ces hormones qui sont la sérotonine, arginine, vasotocine, etc. Chacun a son rôle. Par exemple, la sérotonine, c'est pour avoir une meilleure humeur, aider à vous concentrer, pour l'inflammation, pour la réparation. Voilà, tout ce qui est régénération, c'est à travers de ces hormones sécrétées. Et ces hormones qui vont être sécrétées pendant le sommeil, sachez que vous pouvez, vous avez des moyens pour favoriser la sécrétion de ces hormones. Ce qui veut dire permettre que votre sommeil soit le plus bénéfique possible. Comment faire pour que ça puisse être produit, sécrété au maximum? Eh bien, premièrement, il faudra dormir dans le noir. Dormir dans l'obscurité totale vous permettra de bien pouvoir sécréter ces hormones. C'est pour cela que si vous avez le soir dans votre chambre des veilleuses, il est bon de pouvoir les éteindre parce que ça gêne. Une source lumineuse, votre corps va comprendre qu'il ne fait pas totalement nuit. C'est pour ça que évitez également d'être devant vos écrans le soir. Ça va pas vous aider à dormir, surtout la lumière des écrans, il y a un peu de bleu. Hein. Toutes les lumières bleues, ça n'aide pas à dormir. Vous avez aujourd'hui des écrans qui peuvent faire mode nuit, donc c'est un fond noir et écriture blanc. Mais si j'ai besoin de lire par exemple avant, soit vous mettez en mode nuit, ou sinon le mieux c'est de pouvoir prendre dans votre chambre des lumières tamisées et ensuite de lire un livre. Okay? Lumière tamisée, de couleur plus jaune. Dans une chambre, il faut éviter les lumières bleues. Donc, on dort dans le noir. Également, on s'expose au soleil. Pourquoi exposer au soleil? Parce que votre corps, il va se régler. Quand vous allez au soleil, vous allez sécréter de la mélatonine qui va vous dire à ce moment, il fait jour. Donc, après ce temps-là, il sait que quand il fait nuit, c'est noir, c'est le temps de se reposer. Et là, votre corps va commencer à se détendre et dormir. Il faut que le corps sache quand il fait jour, donc il faut aller au soleil. Également, l'exercice physique va vous aider aussi à vous endormir. Donc attention, je dis bien l'exercice physique, fait le matin. Au plus tard, faites-le 6 heures, 5, même 6 heures avant de vous endormir. Pourquoi? Parce que l'exercice physique va produire des hormones comme l'adrénaline, et l'adrénaline et la cortisol vont vous maintenir éveillé. Vous serez excité. On évite de faire le sport le soir. Si on le fait vers 15 heures, 16 heures, mais évitez de le faire plus tard. D'accord? Exercice physique. Sachez aussi que dormir à jeun vous aidera à bien dormir. Des personnes âgées ont beaucoup de mal, des fois avec le sommeil, mais essayez de dormir à jeun. Faites l'exercice, allez au soleil, dormez dans le noir. Tous ces conseils vont vous aider à mieux dormir et à mieux vous régénérer. Également, il y a des choses qui pourront diminuer par contre la sécrétion de ces 4 hormones et limiter votre régénération. Que sont-ils? Eh bien, c'est la consommation d'alcool. Ça va diminuer à 40% la sécrétion des 4 hormones. Également, il y a la consommation de caféine. Ça va diminuer de 50% la sécrétion de ces hormones. Donc, évitons de boire du café. Non seulement ce n'est pas bon pour votre corps, parce qu'il acidifie beaucoup, mais en plus, vous ne pourrez pas vous régénérer comme il faut. Pour les personnes qui souhaitent arrêter le café, qui aimeraient essayer de le faire, parce que ce n'est pas facile, sachez que c'est une drogue. Hein? C'est une drogue littéralement parce que la preuve, vous ne pouvez plus vous en passer. Il faut votre dose de café. C'est une drogue. Le café, pour éviter d'en avoir. D'ailleurs, le café et le thé, tous les deux contiennent de la caféine. On appelle la molécule caféine qui se trouve dans le thé la théine, mais la structure chimique est la même. Donc quand vous buvez du thé ou du café, vous absorbez de la caféine. Je ne parle pas des tisanes, c'est différent. Des tisanes, les infusions, c'est-à-dire vous prenez des feuilles que vous faites infuser. Les tisanes qu'on voit au magasin ne contiennent pas de théine. Si vous avez besoin de boire un truc chaud, vous pouvez le faire avant de dormir, comme les tisanes qu'on vous propose à la fin. Mais concernant la caféine, si vous avez besoin de laisser le café de côté, voici comment vous le faites.
De même que la réforme sanitaire, que l'alimentation, on le change progressivement, de même aussi la caféine, on le fait progressivement. C'est-à-dire, si vous prenez 3 tasses de café par jour, un le matin, un le midi, un l'après-midi, eh bien vous commencez simplement, vous allez commencer à prendre votre tasse de café et vous allez prendre les 2/3 de votre tasse, ça sera du café, et ensuite vous avez une autre préparation. Cette préparation, c'est ce qu'on appelle des céréales torréfiées. Vous avez du caro, je ne sais pas si on le voit. Le caro, par exemple, c'est des céréales torréfiées, ce sont des végétaux qui ne contiennent pas de caféine. Le goût, par contre, est similaire. Un peu différent, mais similaire. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez prendre 2/3 de votre café et 1/3, vous allez rajouter ce caro. Deuxième tasse, normale. Troisième tasse, normale. Le lendemain, vous allez rajouter pour la deuxième tasse le tiers de caro et les 2/3 café. Le troisième jour, vous mettez l'autre tiers. Le tiers, la troisième tasse, tiers caro, 2/3 café. Ensuite, le jour suivant, vous allez un petit peu plus. Vous mettez moitié-moitié. Pour la première tasse, vous gardez 1/3. Ensuite, le jour suivant, moitié-moitié, deuxième tasse, moitié-moitié, etc. Et comme ça, progressivement, vous augmentez la quantité de caro. Vous allez voir que vous allez commencer à diminuer complètement ensuite, il n'y aura plus de café du tout. Et vous aurez arrêté le café. Ça se fait au bout de 10 jours, 2 semaines, facilement. Et là, vous n'avez plus après d'envie et ça sera directement remplacé. Votre corps, votre cerveau va voir que ce besoin que vous avez eu sera remplacé par simplement buvant du caro. Et vous aurez moins d'addiction à ça. Vous allez voir après, c'est facile à arrêter. Donc, ceux qui boivent du café, voici comment on fait pour arrêter le café. Donc, on vient de comprendre que nous avons besoin de se reposer pour que le corps se régénère. Il faut bien dormir. Ça fait partie aussi des éléments pour être en bonne santé. Et c'est ce que nous disait déjà cette dame il y a plus de 100 ans. Dans le livre Éducation qu'elle a écrit à la page 232, elle nous dit qu'il ne faut pas négliger l'importance de la régularité des horaires pour les repas et le sommeil. Les heures du repos sont des heures où le corps se bâtit et il est essentiel pour les jeunes en particulier de dormir régulièrement et suffisamment. Suffisamment, ça veut dire quoi? Eh bien, en fonction de votre âge, plus vous êtes jeune, plus vous avez besoin d'heures de repos. Voici un tableau qui va pouvoir vous récapituler. En fonction de votre âge, donc si vous avez des enfants en bas âge, s'ils ont 1 à 2 mois, ils dorment beaucoup. C'est pas de souci. Mais à partir de 3 à 11 mois, veillez à ce qu'ils dorment au moins 9 à 12 heures. Et que s'ils font des siestes, c'est de 30 minutes à 2 heures, une fois ou 4 fois. Vous avez les enfants 1 à 3 ans qui dorment de 12 à 14 heures par jour. De 3 ans à 5 ans, veillez à ce qu'ils dorment de 11 à 13 heures. 5 à 12 ans, de 10 à 11 heures. 11 ans à 17 ans, 8h30 à 9h30. Et 17 ans à plus, nous avons besoin, les adultes, de 7 à 9 heures de repos par semaine. Il nous faut un repos, un sommeil réparateur. Donc vous comprenez qu'en fonction de la durée que vous dormez, nous avons vu qu'il faut... je ne vais pas aller plus loin. On a besoin de cette durée. Également, on a besoin de repos, on a vu la durée. Et il y a autre chose que nous avons besoin de comprendre. Nous avons vu quasiment toutes les solutions. On avait vu que les cellules meurent, que pour favoriser la régénération, c'est le repos. Mais il y a une dernière chose. Une autre chose qui va produire des toxines. Une autre chose qui va accélérer la mort de vos cellules. Ces choses qui aujourd'hui, la science, selon certaines études, il montre que c'est le plus gros tueur à notre époque, dans notre société. Et ce tueur, c'est un tueur silencieux qui est appelé le stress. Le stress aujourd'hui tue beaucoup de personnes. Un stress, c'est quoi? C'est quand il y a un événement qui survient, que vous n'avez pas préparé, et ça vous fait un choc émotionnel. Ça peut être également le stress quotidien, c'est-à-dire on est toujours alarmé, alerté, faire ça, faire ci, faire ça. Et ce stress continuel, que ce soit au travail, à la maison, tue la personne. Et c'est pour cela qu'il faut aussi comprendre qu'il y a un élément qui va permettre de contrer ce stress, qui est puissant, pour avoir cette paix, ne plus être stressé.
si nous avons ce stress continuellement, la solution, la meilleure, c'est ce qu'on appelle la confiance en Dieu. C'est ce qu'on appelle la foi. Et c'est ce que nous dit, par exemple, cet homme Jésus, quand il nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Parce que lorsque vous avez cette foi, premièrement, quand vous comprenez ce que la Bible vous dit, la foi, la Bible nous dit, elle vient de la parole de Dieu. C'est directement ce qu'il y a dans la parole de Dieu. Et quand j'étudie la parole, vous comprenez que vous n'êtes pas là par hasard. Vous comprenez pourquoi vous êtes là. Vous comprenez d'où est-ce que vous venez. Vous savez où est-ce que vous allez. Vous savez ce qui va se passer après. Vous savez que quand il y a quelqu'un qui meurt, la Bible vous enseigne ce qui se passe après. Et c'est réel. La Bible vous enseigne tellement de choses et vous dit qu'il y a un Dieu qui se tient tous les jours à côté de toi. Un Dieu qui va faire que quand tu seras dans l'épreuve, tu peux compter sur lui. C'est un Dieu qui est omniscient, qui sait tout, qui est hors du temps, qui peut même planifier les événements pour que, pouf, tout soit en paix. Ça, il n'y a rien qui peut remplacer pour vous donner la paix. La paix vient du ciel. Et cette paix, c'est au travers de la foi, au travers de la parole de Dieu, de la Bible, qu'on peut la développer. Et ça, c'est, on va dire, un grand remède que la société aujourd'hui a besoin. Parce qu'il y a le stress qui est un tueur. Autrement dit, si vous voulez simplement garder tous ces remèdes dont on a parlé, ces 8 remèdes, sachez que cette femme qui est chrétienne, qui a été inspirée par Dieu, tout cela, Dieu lui avait déjà montré. En effet, elle dira ceci. Dans son livre Ministère de la guérison, elle écrira à la page 102 que l'air pur, le soleil, la tempérance, c'est-à-dire éviter tout ce qui est mauvais pour le corps, alcool, tabac, drogue, l'eau, le repos, l'exercice, une alimentation judicieuse, la confiance en Dieu, voilà les vrais remèdes. Tout ce que nous avons parlé au sujet du corps, comment ça fonctionne et comment l'aider à être en bonne santé, tout ce que nous avons vu que la science a approuvé, cela a été déjà dit il y a 100 ans. Et pour retenir ces 8 remèdes, retenez simplement 2 mots, santé de fer. Pour avoir une santé de fer, nous faut avoir S comme soleil, A, il faut respirer de l'air pur, N, il nous faut manger une bonne nourriture, T, il faut pratiquer la tempérance, c'est-à-dire éviter tout ce qui est mauvais pour le corps, E, il faut boire beaucoup d'eau, F, cette confiance en Dieu, c'est-à-dire la foi pour lutter contre le stress, E, il faut faire de l'exercice pour la lymphe et pour se régénérer, R pour le repos. Voici tous ces éléments. La santé, ce n'est pas seulement la nourriture, ce n'est pas seulement l'exercice. Aujourd'hui, vous avez des personnes qui vont vous vendre des choses en vous disant « Prends ça, c'est le meilleur remède contre ça. » Je vous dis que c'est incomplet. Parce que des personnes aujourd'hui font très attention à leur nourriture et pourtant, combien de personnes meurent d'AVC à cause du stress? Combien de ces personnes qui font beaucoup d'exercices, ils tombent malades, comme je l'étais? Parce que je ne faisais pas attention à la nourriture. Toutes ces choses sont emboîtées les uns des autres. Et si vous voulez être en bonne santé, vous ne pouvez pas faire qu'un seul. Il faut faire le tout ensemble. Il suffit d'en rater un et ça y est, vous tombez malade. Pour ma part, en connaissant cela, vous sachez pourquoi vous tombez malade. Moi, je le sais, par exemple, quand je travaille trop, quand je suis surmené, que je manque de sommeil, je sais que juste après, je serai malade. Et c'est ce qui se passe, ça ne rate pas.
Et c'est pour ça que je fais tout pour me maintenir, avoir le repos suffisant. Vous comprendrez comment être en bonne santé quand vous mettrez en pratique tous les 8 ensemble. Un seul, vous ratez, vous tomberez malade. C'est prouvé. Et c'est pour cela que ce domaine physique, c'est le même que le domaine spirituel. En effet, ça, ce sont les lois de la santé. Spirituellement, nous avons une loi aussi, qu'on appelle le décalogue, les 10 paroles, les 10 commandements que Dieu a donnés. Et la Bible nous dit qu'il nous faut garder ces commandements pour vivre. Et voici que la Bible nous dit que malheureusement, il suffit que tu transgresses un seul, c'est le Jacques qui dira ça, Jacques 2,10. Si quelqu'un pêche contre un seul des commandements et qui garde toute la loi, mais c'est un seul seulement qui transgresse, eh bien il nous dit il a péché contre toute la loi. Tu rates un, c'est comme si tu as tout raté. Le domaine spirituel et physique, c'est la même chose. Vous ratez un, et c'est tout qui rate. C'est pour cela que c'est un ensemble, la santé. C'est ce tout. Et mettez-le en pratique, je vous le garantis, vous aurez une santé de fer. Inversement, même lorsque vous serez dans la maladie, pratiquez cela et vous allez voir que Dieu va bénir ses efforts et qu'il vous donnera la guérison. Je vous le dis ceci parce que c'est vrai et que j'en ai vu beaucoup qui sont passés par là. Je vous donne l'exemple de cet homme, Samuel Amblin. On l'appelle Papa Sam parce que son fils s'appelle aussi Samuel. Et son fils, Samuel Amblin, c'est mon grand copain. Et c'est un jour, il me dira que il m'appellera pour son papa parce qu'on lui a détecté un cancer. Et ça va beaucoup me toucher. Et c'est pour cela que quand j'ai su, j'ai voulu directement aller le rencontrer. Il habite de l'autre côté de l'île, à Tautira, c'est au bout de l'île. Donc je me suis déplacé pour aller le voir parce que je voulais lui parler et pour lui faire comprendre que on peut guérir. On peut guérir même du cancer. Je lui ai expliqué pourquoi, parce qu'aujourd'hui on a découvert que les cellules cancéreuses peuvent être dévorées, ou on va dire être détruites grâce à nos anticorps. Aujourd'hui on a les preuves, les microscopes l'ont vu. Le problème c'est que notre corps est tellement débordé à aller détruire autre chose qu'il n'a plus d'énergie pour le faire. Notre problème, c'est que notre alimentation est tellement sucrée que ça développe ces cellules cancéreuses. Notre problème, on fait tellement mal attention à notre santé que ça se développe, les cellules cancéreuses. Mais on sait que ces cellules cancéreuses peuvent être tuées. Et je lui ai expliqué comment le faire. Je lui ai expliqué ce que nous avons étudié ensemble ce soir. Ce cancer l'a beaucoup touché. Il était parti, c'était en 2017, en novembre 2017, que suite à une prise de sang, on a détecté un taux élevé de PSA et que c'était directement lié à un probable cancer de la prostate. Et quand il a fait cette IRM en novembre 2017, il a été constaté, il a le cancer. Et depuis ce jour, on lui a dit, fais attention, il faut maintenant qu'on te suive, sinon tu risques de mourir. Et quand il va le savoir, son fils va m'appeler, donc je vais lui expliquer comment faire pour guérir. Parce que la Bible nous dit que Dieu est celui qui nous guérit. Utilise ça, mets en place ça. On a parlé des 8 lois de la santé. Je lui ai également précisé d'autres choses à manger qui va aider pour la guérison du cancer. Et voici ce qu'il va faire. On était en novembre 2017, et il va se remettre entre les mains de Dieu. Parce il est chrétien aussi, donc il croit en Dieu et il sait que Dieu va pouvoir le faire. Donc il a laissé tout ce qui est mauvais, viande, poisson, et c'est ça le plus difficile d'ailleurs à arrêter, mais il va mettre en pratique, bouger, soleil, l'air pur. L'air pur, il n'y a pas de souci chez lui, il en a mis tous les 8 lois, il va le mettre en pratique. Et voici que 6 mois après, la secrétaire, va l'appeler pour lui dire de venir, parce que ça fait longtemps qu'il n'est plus venu, et on commençait à s'inquiéter, et on voulait savoir, mais où est-ce qu'il est, son état, parce que la dernière fois, c'était vraiment pas bon.
Et on va lui dire, Samuel, il faut que tu viennes. Si tu viens pas, tu peux mourir. Mais il a mis sa confiance en Dieu et il s'est dit, ça va fonctionner. Et voilà que on le rappelle la semaine d'après parce qu'il n'est pas venu jusqu'à le harceler. Il faut que tu viennes. Et finalement, il va y aller. Ça faisait donc 6 mois qu'il l'a mis en pratique. Il va aller à ce rendez-vous à l'IRM et il va aller maintenant dans le... Comment on appelle ça? Il va passer au scanner et à l'intérieur, alors qu'il se fera scanner, il va faire cette prière. Seigneur, s'il te plaît, j'ai mis en pratique, bien sûr, tes lois et que tu puisses montrer ta gloire. Que tu puisses montrer ta gloire. C'est la prière qu'il avait faite. Et voilà qu'il sort ensuite de la machine, il revient dans la salle d'attente et il attend que le médecin arrive. Et il disait que lorsque le médecin était... En attendant le médecin, c'était plus long que la première fois. La première fois, quand tu lui en as annoncé le cancer, il est venu au bout de 5 minutes. Mais là, il prenait du temps, le médecin. Il ne comprenait pas pourquoi. Il attend. Et voilà que le médecin arrive avec l'IRM et il vient et dit, Samuel, qu'est-ce que tu as fait? Je ne comprends pas. Tu n'as plus de cancer. Comment tu as fait pour guérir? Et c'est là qu'il a remercié le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il a mis en pratique tous ces remèdes que Dieu, le Créateur, nous a donnés. Et Dieu nous dit ceci. Dans le livre d'Exode, chapitre 15, au verset 26, il dira, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, même celles qui régissent ton corps, même celles de la santé, si tu l'observes, qu'est-ce qu'il fait? On nous dit, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Dieu est celui qui nous guérit, mais à condition qu'on observe toutes ces lois. Essayez-les. Si vous êtes malade, mettez en pratique. Je vous garantis que si vous mettez votre confiance en Dieu et que vous appliquez toutes ces 8 lois, le Seigneur va vous guérir. C'est ce que je souhaite pour chacun de vous, que vous puissiez avoir une santé de fer et que le Seigneur puisse vous bénir. Merci.